Otep Mbote, Jambo Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. On est là donc pour faire la suite, effectivement la suite et la fin de l'explication donc de ces sciences neurologiques. Et donc on va tout de suite donc passer à la suite, effectivement, faire que me répéter. On va donc expliquer la science comportementale, on va un peu expliquer le phénomène des rêves, bien qu'effectivement le dossier qui en parlait dans le forum de Davos n'a pas pu être retrouvé, parce que je vous ai dit qu'ils l'ont supprimé de leur page du forum. C'est dommage, lorsque j'avais plutôt lu l'article, j'aurais dû conserver effectivement ce phénomène, mais bon, je ne l'ai pas conservé. C'était aussi de ma faute de ne pas avoir été très prudente dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, nous allons donc passer à la suite. Souvent, il faut comprendre que lorsque je parle trop, ça met un peu des complications respiratoires. Donc du coup, j'ai dû limiter la séance de l'autre fois. Ça allait être mieux si ça se faisait en une fois, mais je me dis que ça faisait déjà trop d'informations. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le domaine nucléaire, s'il y a des personnes qui travaillent dans les neurosciences, s'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la construction, des personnes qui travaillent dans tel domaine, parce que ce serait aussi très intéressant pour le remarquer. Donc, voilà, allons-y. Dans la définition de ce qu'on appelle les sciences comportementales, notamment, bon, c'est pas techniquement ça, mais il faut comprendre que lui, Obi Wright, lui parle de Highly Complex Science of Behavioral Technology. Donc, on utilise la technologie pour comprendre les comportements des gens de la planète Terre, pour étudier effectivement la manière, le comportement de ces personnes. Vous savez qu'à Londres, dans les villes de London, il y a autant de caméras de surveillance qu'autant de voilà, mais il savait que même en Chine, il y en a autant. Et je ne sais pas pour d'autres villes, ce sont les villes qui sont hautement surveillées. Je crois que même la Corée du Sud et même le Japon, ça va dans ce sens-là. Donc, ce sont des villes hautement surveillées. On a une surveillance avec effectivement une étude sur le comportement de la personne pour savoir si elle est instable ou pas, du moins pour savoir si on peut détecter des crimes. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des crimes. Par exemple, en Angleterre, à London, pour mieux vous situer l'histoire, ça s'est passé dans les environs de 2018-2019. Il y a eu des successions de crimes d'adolescents, c'est-à-dire les ados d'environ, bon, pas potentiellement des adolescents, mais des personnes d'environ, des personnes très jeunes comme vous et moi, qui ont environ 17 à une vingtaine d'années. Vous comprenez? Donc, on va dire presque fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc, effectivement, on a constaté qu'il y a eu plusieurs assassinats. C'était notamment une personne qui poignardait des jeunes, mais on a remarqué que les jeunes que cette personne poignardait étaient des personnes noires. Les personnes tuées par cet assassin étaient notamment des personnes noires. C'est vrai qu'il y avait des hindous, il y avait, bon, on va dire 2-3 caucasiens. Le reste, c'était effectivement des mélanodèrmes. Là, je parle effectivement de ce qu'on appelle le serial killer. Donc, lui, c'est un serial killer qui poignardait notamment des personnes, plus particulièrement les mélanodermes. Il faut donc aussi également comprendre pourquoi il avait commencé aussi à tuer des leucodermes, donc des hindous leucodermes, et également ses frères caucasiens. Donc, il faut comprendre. Donc, là, maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, même si vous avez des caméras de surveillance dans votre ville, etc., ça ne veut pas dire que les crimes ne vont pas se faire. Et ça veut aussi dire quelque chose de particulier. Ça veut dire que si ces caméras de surveillance sont partout, parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'elles sont situées, mais on sait qu'elles sont partout, ça veut dire que ces gens voient et savent qu'ils sont potentiellement des criminels, mais décident comme ça de ne pas effectivement, bon, comment le dire d'une façon pour ne pas avoir trop de soupçons. Comment dire, j'ai l'impression qu'ils laissent par moments des criminels s'échapper pour certaines raisons ou une autre. Peut-être pour que, ayant remarqué par exemple pour le cas de ce tueur en série dont je vous parle, ils ont peut-être constaté que comme ils tuaient beaucoup de mélanodermes, donc beaucoup d'étrangers, ce qu'ils appellent étrangers de noirs, ce qu'ils appellent immigrés, donc ils se sont dit que, bon, on va peut-être les laisser continuer à poignarder des mélanodermes en cours de route. Effectivement, le tueur, il a tué des mélanodermes, mais effectivement, il a aussi commencé à tuer des leucodermes, parce qu'il avait tué quelques hindous et des pakistanais, tout ça, mais il avait aussi déjà commencé à tuer des caucasiens.
Et donc là, pour dire vrai, c'est là où la police a commencé à vraiment inspecter, parce que ça veut dire que ce tueur en série est instable. Et que comme il commence à tuer en série dans une vague comme ça, il peut limite s'apparenter à un tueur de masse, puisque à la base, il avait une particularité de personne à tuer. Après, maintenant, il a commencé à tuer un peu à gauche et à droite. Il a commencé à tuer ses propres frères. Ça veut dire qu'il a une approche du global killer, c'est-à-dire il peut être apparenté à ce que j'avais assimilé aux CEO. Les CEO sont des global mass killers, donc ils ont l'habitude de tuer tout le monde. Et là maintenant, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui est dans la capacité, si on lui avait donné la capacité, il aurait pu tuer tout le monde. Donc ça veut dire que le global mass killer ne s'apparente pas seulement qu'à des CEO, même s'ils sont dans la possibilité de le faire parce qu'ils sont un peu plus riches, mais on se rend compte que le locoderme n'a pas besoin d'être aussi riche pour tuer tout le monde. Voilà. Donc, on va donc revenir à l'objectif. Dans les sciences comportementales, on va d'abord définir clairement ce que c'est qu'une science comportementale. Donc, ce qui vient à ce qu'on appelle globalement l'anthropologie. L'anthropologie que, effectivement, Galton, le cousin de Darwin, est allé faire en Afrique et dont il a tiré plus tard ce que vous connaissez, la pensée eugéniste et la pensée qu'il faut détruire une partie de d'une espèce de la Terre parce que, effectivement, ce sont des choses comme Louis XIV le disait avec son ami Colbert dans le Code noir, des biens meubles. Bien que étant utiles techniquement, vu leur colorimétrie mélanodermique, vu leur apparence, il faut qu'ils soient éradiqués de la Terre, surtout qu'ils vivent sur des terres extrêmement riches. Donc, il faut comprendre que Francis Galton avait une logique qui était la logique du Néandertal. Voilà. Donc, le terme des sciences comportementales dans la définition globale, la version globale, dans le codermique, ça regroupe dans les disciplines qui explorent les activités et les interactions entre les organismes qui vivent dans la nature. Donc, cela implique une analyse et des analyses systématiques et des recherches sur le comportement à la fois des animaux. Vous voyez souvent dans les documentaires animaliers, il y a des gens qui se spécialisent dans l'observation de l'animal. Bon, du moins, j'aime pas dire ce mot, on va dire dans l'observation de nos autres espèces vivantes qui existent sur la Terre. Et donc, également aussi, il y a d'autres qui se sont spécialisés dans ce qu'on appelle vulgairement l'humain, mais que j'appellerais effectivement le bipède, bref, le sapiens. Donc, on va dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'étude du mélanoderme, dans l'étude des peuples qui ne sont donc pas locodermes, et d'autres dans l'étude des peuples qui ne sont pas caucasiens européens, donc les Européanus. Donc, au moyen d'observations contrôlées naturelles ainsi que des expérimentations scientifiques rigoureuses. Donc, elles visent donc des conclusions légitimes qui ne sont pas légitimes parce que pour elles, ce sont des conclusions légitimes parce que ça va dans la vision de la typologie caucasienne Europeanus. Donc, quand je parle de caucasienne Europeanus, je parle donc de la vision occidentale parce que c'est eux qui ont vraiment poussé cette science. Mais je vais vous rappeler un jour lorsqu'on fera effectivement la séance sur The Royal Society. Je vais vous dire que les Japonais ont été mêlés dedans, les Hindous ils ont été mêlés dedans. Donc pour vous dire qu'il y a cette ligue locodermique qui est contre le peuple mélanoderme et donc ils ont travaillé ensemble. Mais on y reviendra un peu plus tard. Donc effectivement, elles visent donc cette légitimité, dans la légitimité là on est dans l'Occident, donc de prouver les formulations rigoureuses des exemples et d'études comportementales qui se constituent au travers de la psychologie et la science cognitive, dont la science cognitive constitue une discipline scientifique ayant pour objet la description, l'explication et les échéants, la simulation des mécanismes de la pensée, et donc potentiellement l'anthropologie. Et donc pour l'anthropologie, je me suis donc dit que peut-être qu'il est préférable de faire une séance particulière où l'on parlera de l'anthropologie, les différentes techniques d'observation, du moins ces différentes techniques anthropologiques que effectivement j'ai étudiées. Mais en même temps, je me dis peut-être que c'est plus clair si on le fait directement sur cette séance que de le faire à part, parce que ça va totalement en pair, comme on dit souvent. Donc, il faut comprendre que dans l'étude de la science comportementale, les chercheurs, parce que eux tous, pour dire vrai, eux tous, qu'ils soient sociologues, anthropologues, ethnologues, etc.,
psychologistes, etc. Ils ont eux tous cette même manière de faire l'étude, effectivement pas des procédés d'observation que je vais vous citer, mais il faut comprendre que ces personnes essaient toujours de faire une différenciation parce que comme ils veulent montrer que leur discipline est mieux ou différente de l'autre, donc ils ont décidé de faire des segmentations effectivement dans leur discipline et dire qu'il y a une différence entre les sciences sociales, donc la société, et les sciences comportementales, donc comportement qui est lié à la psychologie, à la manière de penser, alors que c'est faux, la science sociale. La société est liée au comportement. Le comportement est lié à la société. Et tous les deux doivent travailler de même, effectivement, pour comprendre le processus, le mécanisme, le fonctionnement de tous les travails que nous voyons actuellement. Et donc, le fait de dissocier, parce que c'est comme ça qu'ils travaillent toujours, fait en sorte qu'on a l'impression que ce sont des cas différents, alors qu'en fait, il s'agit des mêmes cas. Par exemple, dans l'étude d'un peuple, on ne peut pas différencier la maladie du comportement d'une personne lambda et avec tout un peuple. Non, c'est impossible. Par exemple, dans le cas de la leucodermie, on doit étudier tout l'ensemble de leurs phénomènes, à la fois psychologico-vivables, parce que c'est leur psychologie, c'est leur manière d'être. Comme on vous l'a expliqué, le bas à l'esprit ou le cas à l'esprit, il faut comprendre que ces phénomènes-là fonctionnent ensemble. L'esprit, c'est l'ADN. L'ADN, c'est ce qui te constitue, c'est ce qui fait de toi ce que tu es, c'est ce qui fait de ton comportement ce que tu es, c'est ce qui définit ta personne, ta personnalité, ta manière d'agir. Et donc, ta manière d'agir en société et en toi-même. Et donc, il faut comprendre que l'attitude des Néandertals est une attitude à la fois liée à sa manière d'être génétiquement. Et donc, sa manière d'être génétiquement, c'est comme ça qu'il se comporte à grande échelle sociale avec sa moitié, avec son ami, avec etc. Donc, eux tous se comportent comme ils se comportent, voilà. Lorsqu'on fait par exemple les études comportementaux du mélanoderme, on voit que le mélanoderme, il a sa manière de penser, sa manière d'agir. Et on voit par exemple que son autre frère mélanoderme, il a la même manière de penser, d'agir que son autre frère mélanoderme. Ils ont cette attitude, ils ont cette manière de toujours avoir le rythme dans la peau, de danser, de comprendre, de réfléchir. Ils ont une logique qui est particulière à leur sens guidé de la vie et qui ont un fondement, une vision assez, vraiment c'est très différent à la manière du leucoderme. Et on ne peut pas donc dire que dans la société, tout est sociétal alors qu'en fait les comportements et la vision des personnages sont totalement différentes. Des personnes, pas des personnages, sont totalement différentes. Donc, on ne peut pas dire que le noir et le leucoderme, ils forment ensemble une société. Non, il y a la société leucodermique et la société mélanodermique. Parce que les deux n'ont pas cette même manière de vivre. Donc, ils ne peuvent pas être une société ensemble. C'est ce que j'appelle, il ne faut pas rêver avec les histoires du vivre ensemble parce que ça n'existe pas. Je vous ai dit qu'on est dans une société où les gens se supportent. Parce que, prenons un peu le cas des pays occidentaux. J'entends des mélanodermes qui disent qu'en Occident, effectivement, ils se plaignent que tous les jours, on parle d'immigration. La France est le pays champion qui en parle au quotidien. En même temps, il y a l'Angleterre. On a suivi dernièrement que Boris Johnson, avant son départ, il a renvoyé tous les immigrés. Bon, il s'en fichait d'où venaient ces personnes qu'il appelait immigrés. Lui-même, c'est un immigré. Excusez-moi, mais c'est vrai. Donc, il envoie effectivement toutes les personnes. C'est au Rwanda, je crois, et Paul Kagame n'avait donc pas refusé. Il avait compris que lui-même, il travaille pour le système occidental. C'est le système états-unien qui l'a placé là, donc il fait son game. Voilà, bon, il fait le game des Américains, il fait pas techniquement son game, puisque lui et Tshisekedi sont des bons pions. Tshisekedi, je sais même pas, bon, j'ai déjà parlé 1000 fois de lui. Lui, je sais même pas s'il sait quel est son rôle. Bon, j'ai envie de dire, si c'est un homme. Bon, on passe. Vous voyez que, par exemple, les pays leucodermiques, la Danemark, la Suède, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mélanodermes qui vont là-bas, mais quand même le sujet de l'immigration est porteur, en Italie, etc. Mais il faut également voir au-delà, c'est-à-dire de cette histoire d'immigration, il faut aussi comprendre que le mélanoderme n'a pas décidé de sortir de son territoire pour sortir de son territoire. Il y a des phénomènes extérieurs, donc des phénomènes créés par l'être dégénéré qui fait en sorte que le mélanoderme sont obligés de quitter sa terre pour chercher du travail, etc. On a affaire à un peuple qui subit diverses agressions hors de son territoire, dans son esprit, hors de son esprit, avec autrui,
un peuple à qui on a déjà fait oublier sa culture, sa spiritualité, un peuple à qui on a obligé d'utiliser le christianisme, l'islam, des langues étrangères. Donc, on a un peuple qui est envahi, un peuple qui est violenté, un peuple dont une coalition locodermique n'arrête pas de s'intensifier. Et maintenant, des gens essayent de s'en sortir et on les traite de je ne sais pas où. On les laisse mourir dans la Méditerranée. On voit des images où il y a des bateaux qui voient ces gens qui meurent noyés, qui passent comme si, voilà. Donc j'ai envie de dire que on ne peut pas dire que ces personnes vivent dans une société. Une société sont des gens qui ont un point commun. Le noir, dont le méanoderme et le locoderme n'ont pas les mêmes points communs. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le même objectif. Même s'ils essayent d'y croire. Ils essaient d'y croire par les histoires de universalisme, par exemple les histoires de vivre ensemble, par les histoires de, comment est-ce qu'ils appellent ça, du peuple, les oligarques, les prolétaires, les oligarques, les prolétaires. Ça, ce sont des conneries en fait. Les élites, l'oligarchie, les élitistes, les globalistes, ça, ce sont des conneries en fait. Comprenez, ce sont des conneries. Et je le dis sincèrement. Donc, le méanoderme et le locoderme n'ont aucunement le même objectif et ils ne forment pas une société. Ils forment ce qu'on appelle actuellement, ce qu'on vit actuellement, c'est le bricolage. C'est le bricolage et c'est-à-dire le locoderme. Le locoderme veut que le noir vive dans son rêve et il veut que le noir vive dans un rêve où il n'aime pas le noir. Donc, j'ai envie de dire techniquement, on ne vit pas dans une société. Donc, eux, les gens des sciences comportementales, du moins des sciences de la vie sociale, humaine, du moins humaine, je laisse ça au locoderme, essaie donc de faire la différence entre les sciences sociales et les sciences comportementales. Donc, le terme des sciences comportementales, d'après eux, est souvent confondu à celui des sciences sociales. Et donc, bien que ces deux champs soient interconnectés et procèdent tous les deux d'une étude systématique du comportement, ils diffèrent sur la profondeur de l'analyse scientifique et de plusieurs dimensions du comportement. Ça, c'est d'après eux. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas dissocier la société et le comportement parce que les deux vont de pair. Eux-mêmes disent que c'est interconnecté. Mais peut-être c'est sur les procédés et la manière de procéder qui différencient, mais le fond est le même. C'est-à-dire, c'est dans le gène. Comprenez, c'est dans le gène. Eux, ils font ça exprès pour comprendre que les sciences, ce sont des sciences avec des buts très étranges. Donc, pour eux, les sciences du comportement théorisent les données empiriques pour interpréter les processus de décision, les stratégies de communication. Pourtant, c'est à peu près la même chose. Même les sciences sociales ont des données empiriques. Et donc, à partir et entre des organismes entre relations sociales. Donc, les sciences sociales, pour elles, fournissent un cadre perceptif pour étudier un système social à travers les impacts de l'organisation sociale sur les ajustements structurels et donc des individus, des groupes, typiquement des sciences qui incluent des disciplines telles que la sociologie, l'économie, l'histoire, le conseil à la santé publique, l'anthropologie, les sciences politiques. Alors que c'est faux. Pour comprendre la sociologie, l'économie, l'histoire, la santé publique, l'anthropologie, les sciences politiques, il faut connaître, il faut étudier le comportement. Vous comprenez? C'est pour ça que Bobby Wright a cité effectivement cette typologie comme un problème dans le cadre de l'aliénation du noir. Et donc, il faut également faire très attention à la manière dont la locodermie définit ces sciences. Dans les sciences comportementales, et c'est ça que vous allez trouver encore très bizarre, il y a ce qu'on appelle toujours l'anthropologie, il y a la psychologie, l'esprit comme dit la psychologie, psyche et l'esprit et la personne, c'est lié, vous comprenez. On a les sciences cognitives, vous comprenez. On a la théorie des organisations, on a la psychobiologie, on a la neuroscience sociale. Donc, il y a des mots que vous ne connaissez probablement pas. Donc, l'organisation, la théorie des organisations. Donc, il faut comprendre que c'est une discipline qui étudie les organisations, aussi bien marchandes que non marchandes, dans toutes les diversités, pour analyser le fonctionnement, la structure, le développement à des fins de meilleure compréhension, même si effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Dans la psychobiologie, dont Michael Bradley en avait parlé, la psychobiologie, c'est les neurosciences cognitives, donc
sont les domaines de recherche dans lesquels sont étudiés les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la cognition. Donc, c'est une branche des sciences cognitives qui fait appel pour une large part aux neurosciences, à la neuropsychologie, à la psychologie cognitive. Et donc, les neurosciences qui sont l'exploration empirique ancrée dans la biologie et les neurosciences des phénomènes traditionnellement examinés par la psychologie sociale, les comportements altruistes, sexuels, d'affiliation, coopération, compétition, persuasion, etc. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la science hautement complexe et la technologie comportementale. C'est la même chose, mais maintenant, on inclut ici un phénomène particulier qui est la technologie. Donc, sur l'article que je suis en train de lire, un article qui parle effectivement de la technologie, donc c'est un article sur A Story on NPR as All Things Considered October 30th, 2012. Cet article qui a attiré effectivement, donc je traduis ce que la personne est en train de dire, a attiré mon attention, c'est l'essentiel de l'histoire à propos des superordinateurs. Donc, était que l'industrie du jeu vidéo, qui pèse 30 000 milliards de dollars par an, était à l'origine du développement d'une nouvelle génération de puces informatiques conçues pour gérer les opérations à grande vitesse nécessaires, pousser ces jeux vers les nouveaux sommets. Le scénario a poursuivi en expliquant comment les informaticiens de base, intéressés par le développement de supercalculateurs, bénéficiaient d'un tel développement de puces rendant possible une nouvelle génération de supercalculateurs, donc de superordinateurs. Dans la technologie est certainement un appareil comme les instruments scientifiques du musée virtuel de l'Institut Albert Daniels, ou les ordinateurs à grande vitesse, ou les tests médicaux de toutes sortes. La technologie est aussi autre chose comme une économie symbolique utilisée dans une salle de classe pour la gestion du comportement ou un programme conçu pour enseigner aux gestionnaires de nouvelles compétences en résolution de problèmes. Donc, le chemin vers la technologie à partir de la science a toujours été considéré comme une rue à sens unique. Un scientifique développe quelque chose et quelqu'un d'autre l'applique. Ce modèle s'est avéré très utile et reflète bien la relation entre la science et la technologie. Une grande partie de l'analyse appliquée, donc du comportement par exemple, s'est développée de cette science, de cette manière. D'abord, la science du comportement a été développée et ensuite diverses manières d'appliquer cette science pour résoudre les problèmes humains qui n'ont jamais été résolus. C'est juste pour corriger un peu la personne qui écrit l'article. Donc, il dit ces problèmes humains qui se sont développés. L'histoire de NPR, comme l'ont fait de nombreux historiens contemporains, des sciences suggèrent une relation plus complexe entre la science et la technologie. Le chemin de la science à la technologie n'est pas à sens unique. La science influence la technologie, mais la technologie influence la science. Donc les deux se font en même temps, c'est-à-dire pour que la technologie se fasse, il faut que la pensée scientifique effectivement interagisse. Effectivement, c'est aussi en observant les besoins de chaque espèce, bon, je vais dire, des personnes qui vivent sur la Terre, des terriens, que la technologie s'est voulu s'adapter au fur et à mesure. Par exemple, lorsque les mélanodermes avaient commencé à tailler la pierre, pourquoi ils ont décidé de tailler la pierre? C'était peut-être, par exemple, pour créer des abris. Donc, ils ont dû apprendre à maîtriser effectivement le matériau qui était autour d'eux pour effectivement arriver à construire ces constructions. La maîtrise de la terre, c'est-à-dire l'argile, comprendre ce matériau pour développer une nouvelle technologie. Effectivement, par exemple, plus tard, le fer, par la découverte des matériaux ferriques, bon, excusez-moi, le mot me manque, ils ont dû apprendre à trouver une méthode, un moyen de manier ce fer. Et donc, ils ont découvert ce qu'on appelle le feu, du moins, ils ont appliqué la friction des éléments pour créer un élément enflammé, ce qu'ils ont appelé vulgairement le feu. Mais il y a également ce qu'ils ont observé au travers des volcans, ces éléments qui s'enflamment, etc. Donc, ils ont compris que cette matière qu'on appelle le fer, etc., le métal précieux fond donc au contact d'une chaleur extrême. Donc, ils ont compris que maintenant, pour transformer le matériau, pour transformer l'objet, donc il fallait créer une nouvelle, autre type de technologie. Donc, là qu'on a quitté de l'ère de la pierre
ou de la Terre à l'ère effectivement du fer, l'âge de fer. Le mélanoderme a compris comment est-ce qu'il fallait donc manipuler le fer. Effectivement aussi, il y avait aussi l'âge du bois, mais bon, on passe l'âge du bois parce que pour utiliser le bois, effectivement, il fallait aussi déjà avoir les matériaux nécessaires, c'est-à-dire il fallait déjà avoir des matériaux coupants, comprenez, coupants, donc il fallait commencer à créer des coupes-coupes, ce qu'on appelle les couteaux, les machettes, des objets tranchants, et ainsi de suite. Donc, il fallait aussi commencer à voir que, bon, il y a des enfants, il faut les nourrir autrement que par des matériaux, par des aliments très durs. Il fallait commencer à broyer. Donc, pour broyer l'aliment, il fallait donc commencer à créer des objets avec une certaine forme, une forme de crevasse, là. Donc, est-ce que je dis les cas de base? Et donc, ils ont, avec les coupes-coupes qu'ils ont commencé, qu'ils ont réussi à créer via, effectivement, la combinaison feu et métal, ils ont donc commencé également à trouver des moyens de pouvoir utiliser ce qu'on appelle vulgairement le bois. Après le bois est venu d'autres matériaux, ils ont commencé à voir l'intérêt donc de cuire la terre, ils ont vu que la terre cuite avait une certaine particularité, ainsi de suite. On arrive à l'âge de bronze, dont vient le locoderme, ils découvrent des nouvelles manières, nouvelles techniques, mais avant même que le locoderme vienne et découvre le mélanoderme, il y avait déjà à l'âge de bronze les têtes d'Iphédon. Il faut comprendre que le mélanoderme avait compris l'intérêt déjà de réaliser au travers même de tout type d'objet, dans la découverte de ce matériau, le bronze, de pouvoir créer une structure faciale qui pourra durer dans le temps. Donc, on vous renvoie quand même à la recherche des têtes d'Iphé. Bref, et donc, on saute des étapes, on arrive à l'aide des alliages des matériaux, on arrive à ce qu'on appelle le béton armé. Je saute les étapes, vous comprenez. On découvre qu'on est capable de mélanger le sable, le ciment, etc. Même si c'est une erreur parce que ça pollue beaucoup, ça consomme de l'énergie, ça pollue. Donc les technologies avancent. On commence à trouver des combinaisons et des éléments pour pouvoir isoler les maisons, isoler des maisons de certaines situations, de certaines choses. Sachant aussi qu'en Afrique, on a une autre technique d'isolation. On n'est pas obligé d'ajouter la laine et tous ces éléments que l'on trouve en Occident. Bref, vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, la technologie avance par influence de la science. Plus la science se développe, plus la technologie se développe. Et les deux fonctionnent ensemble pour effectivement immerger. Donc, c'est un peu ça que ce monsieur, du moins, je crois que c'est un homme qui, effectivement, raconte dans son article. Voilà. J'oublie une chose. N'oubliez pas de liker et de partager ma podcast channel. Je vous remercie. Likez, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Donc, je relis la phrase. L'appareil du musée virtuel suggère le rôle important de la technologie dans l'avancement des sciences du comportement. Donc, la chimie, la physique et la biologie, du moins la biologie moderne ou les biologies modernes, seront tout à fait différentes si elles existaient sans la multitude de technologies, d'instruments scientifiques derrière. Je pense que ce qu'il dit est assez simple et assez, voilà. Il y a quand même des choses à corriger. Ça, c'est quand même la pensée locodermique. C'est ce que quand même beaucoup d'entre nous devons d'abord mettre en avant toute chose. Et puis, il faut rappeler que c'est un article de 2014. Donc, il continue en disant, plus que cela, les applications technologiques alimentent le contenu de la science fondamentale. Donc, au cours des 35 dernières années, donc de l'époque des Occidentaux, Aubrey Daniels International s'est occupé et s'est préoccupé de traduire la science du comportement en technologie utile pour améliorer le lieu du travail de chacun dans cet environnement. Bon, on va dire que d'après lui, c'est ce que la technologie du comportement a fait. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas ce qu'elle a réussi à faire. Bon, mais les observations faites sur le lieu de travail suggèrent également de nouvelles orientations pour la science fondamentale, orientations qui sont encouragées et soutenues par des entités comme l'Institut Aubrey Daniels, tout comme avec les puces informatiques dans l'histoire de NPR. Les choses qui se passent au point final où la technologie rencontre le consommateur qui génère des problèmes et des problèmes qui sont correctement utilisés peuvent faire progresser la science fondamentale. Moi, j'ai envie de dire, si une science amène de plus en plus dans le désordre social, est-ce que techniquement, j'ai envie de dire, la science comportementale technologique est réellement une prouesse?
La technologie n'est pas non plus l'esclave de la science fondamentale. La technologie soulève également des questions qui sont parfois mieux traitées au niveau de la technologie, voyant davantage la distinction entre science et technologie. De nombreuses questions découlant des explications des applications de la science comportementale sont de ce genre. Par exemple, une question sur la meilleure façon de mettre en œuvre un programme pour 1000 travailleurs n'est pas vraiment une question de science fondamentale. C'est souvent une question dont la meilleure réponse est dans le cadre appliqué. Une réponse cependant nécessite les bonnes méthodes de la science en termes d'observation et de mesure, voire les blocs connexes. En fin de compte, alors, la relation entre la science et la technologie est mieux décrite comme dynamique et interactive. La technologie comportementale ou autre n'est pas un récepteur passif de connaissances scientifiques. C'est un participant actif à la fois en termes de progrès de la science au travers des sciences que l'instrumentalisation, en fournissant de nombreux matériaux sur lesquels la science fondamentale pourrait fonctionner, mais aussi au développement et en résolvant ses propres problèmes en utilisant les méthodes de base de la découverte scientifique. Bon, lui, c'est un peu ce qu'il voit à travers ce qu'on appelle la science comportementale. Donc, Andy Latta, c'est un professeur de psychologie en Virginie de l'Est, donc à l'Université de Virginie de l'Ouest, auteur de plus de 150 recherches, et etc. Donc lui, il vit un peu dans son délire, c'est normal, c'est le délire occidental. Par exemple, on a cet article de 2019. C'est parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent de ces sciences-là. Je pense que ce sont des choses que, c'est pas que c'est pas cherché, c'est que ce sont des types de sciences qu'on ne peut pas globalement ou facilement expliquer parce que au pire, ce sont des sciences qui limitent, s'apparenteront à ce qu'on appelle le complotisme, mais ce qui n'est pas très loin quand même d'être une science qui limite étudie un peu ce qu'on appelle, c'est une étude neurologique puisque au fond, c'est l'étude comportementale, étudier le comportement de la personne à partir des machines qui vont enregistrer ce type de comportement et à long terme, pourquoi pas faire en sorte que ces comportements soient maîtrisés, calibrés et permettent plus tard de pouvoir créer une nouvelle ou un autre type d'espèce ou un autre type de personne ou une nouvelle manière d'éducation au travers de ce type de comportement. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis, c'est-à-dire cette étude comportementale via la technologie, la capacité ici, c'est qu'on observe les gens via des caméras et tout également en utilisant ces techniques d'électrodes, etc. On observe, on passe des commandes aux personnes qu'on met effectivement dans certaines chambres qu'on observe au fur et à mesure et on voit à quel point elles pourront être dociles ou voir dans la capacité de les faire changer petit à petit de comportement, les conditionner au fur et à mesure pour faire en sorte qu'elles finissent par obéir effectivement à l'objectif destiné. Donc, mais on va quand même lire l'article de 2019 du 04, donc du 4 décembre 2019 de 16h, qui écrit Fujitsu développe une technologie d'analyse comportementale basée sur la vidéo. Donc, le groupe japonais annonce avoir développé une nouvelle technologie d'intelligence artificielle baptisée Actlizer, dédiée à l'analyse des comportements fondés sur la vidéo. Après, il faut comprendre que comme il y a les fous qui aiment trop faire les combats Japon-Corée, qui disent que bon, le Japon a perdu en vision technologique et que c'est la Corée qui va de plus en plus loin, j'ai envie de dire que, je le répète toujours, il y a des éléments technologiques que les pays ne vont jamais vous montrer. Je le dis bien, jamais. Même si, il est vrai, on a remarqué une lenteur dans la technologie japonaise, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une technologie où ils sont sur des projets encore bien plus puissants qu'on peut imaginer. Comprenez ce que je veux dire? Il est vrai qu'ils sont surveillés par les États-Unis d'Amérique, mais j'ai envie de dire, c'est comme la Corée du Sud, elle est surveillée par les États-Unis d'Amérique. Donc, vous direz la différence. Et donc,
les Noirs, comme Papé San, qui vont passer leur temps à faire les différences des pays des autres, au lieu de développer leur propre continent, leur propre pays, j'ai envie de dire, ça c'est du blablatage. Moi, ce que j'observe au-delà de tout, c'est que par exemple, on voit que ces gens, ils créent des technologies telles quelles pour effectivement maîtriser ou contrôler la population. Ils ne sont pas obligés de faire le population control par les contrôles de naissance, etc. Ils peuvent aussi donc, étudier le comportement, maîtriser le comportement, inculquer des comportements, faire des séances d'hypnose comportementale pour faire en sorte que les personnes changent de comportement et adoptent le type de comportement et de vision que eux ils veulent que ces personnes adoptent. Ils ne sont pas, obligés de faire que le contrôle par la naissance. Par exemple, ce qu'ils ont fait au noir, le fait de changer le comportement du noir, effectivement, on peut dire que c'était comme ça, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas la technologie intelligence artificielle qu'ils ont aujourd'hui pour encore amplifier le travail, ou effectivement, ils ont réussi également au fur et à mesure. Ils avaient d'abord la Bible, ils avaient le fouet, la Bible, le Coran. Maintenant, ils ont la télévision, ils ont les médias, ils ont les téléphones, ils ont les plateformes, ils ont les satellites, ils ont tout, c'est-à-dire ils ont les puces, ils ont tous les moyens effectivement pour changer le comportement. Effectivement, maintenant, comment à travers la technologie artificielle, on pourra encore davantage transformer ou créer des lobotomisés. Ou est-ce que je dis, même si effectivement la religion a réussi et que effectivement on voit que le noir est un peu à l'ouest. Mais ça va pas durer très longtemps parce que une hypnose de 2000 ans au fur et à mesure finit par s'estomper. Donc, il faudra trouver une autre manière. Et donc, nous aussi, en apprenant, en découvrant et en analysant les avancées technologiques et les études qu'ils ont fait, on pourra aussi aller très très loin. J'ai envie de dire, c'est mieux que de perdre son temps à faire les Japon, Corée, ou qu'est-ce qui est bien au Japon ou en Corée, comme Papé San, alors que les Coréens, moi j'ai envie de dire, j'aimerais faire une deuxième partie de ce qui se passe en Corée là, et qui ne dit pas aux Noirs, parce que ce qui se passe en Corée du Sud, et qui ne dit pas aux Noirs, Papé San, j'ai envie de dire, ce gars, il doit se méfier. J'ai vraiment envie de faire une séance podcast où je vais mettre son nom et expliquer à quel point il est con. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Mais pour dire vrai, j'ai envie de le faire. J'ai envie de mettre son nom là, son visage bien là, et montrer à quel point il est idiot. Mais il y a beaucoup trop de respect pour quelqu'un qui est aussi à l'ouest. Donc, on revient sur l'article. Fujitsu, géant japonais des technologies de l'information et de communication, présent dans plus de 100 pays. Donc, ils sont présents dans plus de 100 pays, ceux qui sont là en Afrique, a annoncé le 25 novembre 2019 avoir développé une technologie d'intelligence artificielle mise au point par ses laboratoires et son centre de recherche et de développement. La technologie Actlizer, bon, je ne sais pas si c'est Actlizer, s'appuie sur l'IA pour reconnaître une multitude d'activités de comportement humain. Si vous vous rappelez de ma séance sur Davos, j'avais déjà dit à peu près la même chose. Donc Davos est un peu en retard ou en avance, mais en retard. Bref, à la fois subtil et complexe, à partir des vidéos et sans avoir besoin de grandes quantités de données. Donc une centaine d'actions de base connues à l'avance. Comprenez, ça c'est le titre. Donc généralement, les technologies faisant appel au deep learning, donc apprentissage en profondeur, nécessitent une masse très importante de données et d'informations vidéo pour que les systèmes puissent décrypter les comportements individuels. Donc, où est-ce que je veux dire? Donc, ce qui prend souvent plusieurs mois pour introduire l'intelligence artificielle fonctionnelle sur le terrain. Donc, par exemple, avec ce que vous observez en Grande-Bretagne ou dans les villes de j'ai envie de dire Hong Kong, mais des villes de Canton, des trucs de chinois, voilà. Donc, Fujitsu, de son côté, a mis au point une technologie qui va plus loin que la simple reconnaissance des mouvements et actions génériques. Je vais un peu vous expliquer lorsqu'il parle d'action numérique. Quand il parle d'action générique, c'est-à-dire des actions que l'on fait de base au quotidien qui ne sont pas hors du quotidien. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un qui court extrêmement vite, c'est vrai qu'il y a des gens qui courent vite parce qu'ils sont en retard, etc. Mais il y a des attitudes qui sont hors du contexte global, hors du contexte que l'on observe de base. Les attitudes, quelqu'un qui a une drôle d'attitude, une drôle de manière de s'habiller, de marcher, ça dit, on sent que c'est quelqu'un de suspect. Il a un comportement qui n'est pas un comportement générique, qui
qui n'est pas un comportement que l'on connaît, qui n'est pas le comportement des personnes que l'on surveille d'habitude. Donc, c'est ça les actions génériques, les comportements génériques. On ne met pas qu'il y a des gens qui peuvent tomber évanouis, on ne met pas qu'il y a des gens qui peuvent courir vite parce qu'ils sont en retard, on ne met pas qu'il y a des gens qui aiment souvent faire chier les gens dans la rue, on ne met pas tout cela. Mais il y a encore d'autres comportements plus suspects pour détecter par exemple des terroristes, des trucs comme ça. Donc, ça existe. Il dit des actions génériques, et maintenant je vais citer, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme la marche, le hochement de la tête ou le fait de tendre la main, des choses un peu du banal. Donc, la firme a développé une solution capable de reconnaître des mouvements humains encore plus complexes, encore plus douteux, comme un individu suspect dans ce que je venais de vous dire tout à l'heure, ou encore un consommateur sur le point de faire son achat. L'intelligence artificielle est formée pour reconnaître une centaine d'actions de base à l'avance. Par exemple, un peu sur l'extrait que je vous ai d'abord montré, on va dire sur l'image que vous voyez ici en haut, on voit quelqu'un, on ne sait pas s'il est en train de voler, on pense qu'il est en train de voler. Il est en cagoule, bon, il a la capuche sur la tête, excusez-moi, et on sent que c'est pas sa porte, parce que si c'était chez lui, il serait debout et il ouvrirait la porte normalement. Du moins, il essaierait d'ouvrir la porte normalement. Mais c'est pas le cas. Il est accroupi, il tient un objet encore plus petit et il fait le tourniquet avec un objet vous comprenez ce que je veux dire. Donc ici, vous voyez, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien. C'est écrit ici Detection Lock Picking Behavior. Position in front of the door, confirm. Sitting, confirm. Looking at the keyhole, confirm. Reaching for the keyhole, confirm. Donc, vous savez comment est-ce qu'ils arrivent à détecter ce type de mouvement? C'est parce qu'ils ont fait plusieurs essais, effectivement, dans le laboratoire, dans les centres de recherche, un peu comme ce que vous voyez dans les films d'action, avec de fond vert, là, les trucs là. Donc, il y a des points, des marqueurs de points, et chaque fois vous mettez des codes HTML, des codes sont des données codées, et donc, chaque élément sera codé en fonction des gestes et des gestes que vous aurez fait, et donc pourra effectivement détecter le type de geste, de comportement que vous êtes en train de faire, donc la machine aura enregistré ça sur un fond de code particulier. J'ai décrit ça de façon simple, les gens le disent, d'autres vous l'expliqueront encore de façon un peu plus complexe. Donc, sur ce petit schéma, on est en train de voir effectivement l'ensemble de la circonstance qui est assez étrange. Donc, on va d'abord l'image numéro 1, position in front of the door. Donc, on va d'abord comment le gars, il a parcouru tout ce couloir, ce corridor. Il est arrivé là, il est devant, ou peut-être qu'il vient depuis, je sais pas s'il vient depuis le fond du corridor, là, ou de l'autre côté, bref. Et là, cette personne vient maintenant d'arriver devant cette porte-là. Donc, on peut croire que, bon, cette personne vit là. Et maintenant, on est à la partie 4. Bon, cette personne vient maintenant devant la porte, du moins. Elle n'est pas encore sitting, mais elle est devant la porte. C'est à la première partie, ce n'est pas encore très suspect. C'est pour ça que tout est gris. Et donc, c'est à la deuxième partie que ça devient un peu suspect. C'est là que le premier marqueur rouge vient. Et donc, effectivement, vous voyez ici, on arrive à la troisième partie. Il commence à sitting. Pourquoi se sitting-t-il? Donc, pourquoi s'assoit-il si effectivement, il est devant sa porte? Donc, c'est très étrange. C'est suspect et c'est suspect. Voilà. Et donc, quatrième, suspiciousness behavior. C'est que le gars, il est en train de reaching for the key hole. Alors que si c'était chez lui, il serait en train de prendre la clé, il serait debout et il serait en train d'ouvrir la porte. Donc, là, l'ordinateur qui a déjà étudié ce phénomène depuis les centres de recherche identifie donc que cette personne est un criminel. Voilà. Donc ça, c'est exemple de combinaison d'actions de base considérées comme suspectes. Voilà. Donc, par exemple, en Afrique, on aurait aussi pu avoir la possibilité de faire ce type de choses. Si on avait la volonté, ça aurait pu nous empêcher de tomber sur les terroristes, le coderme, qui viennent souvent, sur les noirs qui tombent dans le panneau Donc, on aurait pu arrêter les actions suspectes de, par exemple, Barkhane, de Serval, de Takuba, de tous ces éléments.
on aurait pu les détecter depuis. Effectivement, si on avait essayé de plus se concentrer sur ces éléments technologiques, mais on n'a pas voulu parce qu'on se dit, on va attendre que les ONG, on va attendre que l'Occident a promis de nous fournir tels éléments. Tu as ton ordinateur, tu développes un codage particulier toi-même. C'est pas si compliqué. On a des génies là qui développent des codages, etc. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, c'est étrange que on soit à ce niveau attendateur. Et c'est ça la religion, on attend. Est-ce que ce Japonais qui a fait cette technologie-là, j'ai envie de dire, il a attendu? Il a remarqué que les caméras de surveillance, par exemple, de London ou de Fukushima ou de Tokyo, avaient des manières de procéder qui filmaient des éléments assez génériques et qui n'allaient pas en profondeur. Donc, ils avaient du mal à détecter les éléments suspects. Maintenant, il s'est dit, il va aller loin, il va faire plusieurs tests de détectage d'éléments suspects ou d'événements suspects et il va les mettre sur pied. Ce sont des choses qu'il faut faire. C'est vrai, il faut du financement. Et c'est aussi vrai que, comme on est dans la vision religionnaire, nous, bon, pas que les représentants, mais aussi, on peut voir les hommes d'affaires riches mélanodermes et les expliquer que si vous faites ça, vous allez peut-être gagner tel machin. Mais je pense que, comme on ne sait pas manier le discours de la force, alors les choses comme ça se passent. 90% de précision moyenne. Donc, on peut donc imaginer divers cas d'usage de cette technologie en ayant conscience de son déploiement rapide, comparé à une solution d'analyse comportementale vidéo traditionnelle. Ainsi, il y a par exemple l'aspect sécuritaire. Donc, devant une porte, un bâtiment ou un distributeur, ou encore l'aspect marketing dans un magasin ou devant un stand. Et donc, pour l'heure, Fujitsu fait état d'une précision moyenne de 90% dans la reconnaissance des dizaines d'actions de base, dont les actions basiques que vous et moi nous exerçons au quotidien. Donc, notons aussi que le système fonctionne aussi bien sur des sujets statiques que sur des sujets de personnes en marche ou en train de courir. Donc, Fujitsu proposera ActLeaser aux clients japonais avant la fin de l'année, avant de se lancer sur le marché international. Donc, si vous avez remarqué, c'est ça qui est intéressant en fait. Il a fait cette étude d'abord pour son pays et il a d'abord fait des petits tests pour être sûr que ça va fonctionner. Donc, il va envoyer ça à son pays. Bon, c'est vieux, c'est depuis 2019. Donc, c'est d'abord le Japon qui va bénéficier de cette technologie avant d'envoyer dans le reste du monde. Nous, on veut faire des trucs, on va faire des trucs énormes, on veut envoyer ça partout dans l'univers, au lieu d'abord de faire bénéficier ça chez nous. Vous voyez le game? C'est malheureux. Donc cet article est très intéressant, même s'il date de 2019. Et donc, on revient aux neurosciences. Il y a API, intelligence artificielle, la neuroscience comportementale, la technologie, les nouveaux cupidons des agences matrimoniales. Donc, ces sciences, effectivement, vont aussi permettre à pouvoir matcher des personnes. Donc, il y a un homme qui a envie de se caser, il y a une femme qui a envie de se caser, on fait le profilage de leur, voilà, et la machine essaiera de voir les liens communs. Bon, pour ceux qui font les sites de rencontres, vous le saurez, matching parfait, lien parfait, allez-y, même si en réalité, il y a ce que ces gens divulguent comme information et il y a ce que leur fond émotionnel recèle. Et c'est là où il y a la limite, en fait. Parce que ces gens vont dire que je suis beau, j'ai 25 ans, je travaille à la firme de je ne sais pas quoi, un monde imaginaire. Bon, il peut aussi travailler réellement dans cette firme. Il cherche une femme sérieuse, bosseuse, avec qui il va avoir une famille, 2-3 enfants au maximum, bon, 2 à la limite. Bon, il se voit, vraiment, il voit que c'est une fille de bonne famille, etc. Bon, c'est un peu exagéré de dire fille de bonne famille, etc. Elle cherche, elle a 22 ans, elle cherche un garçon de bonne famille, bref, un garçon posé, calme, qui aime le sport, etc. Et elle espère, voilà, elle raconte ce qu'il y a de bien. La machine va calculer, elle va analyser les choses, elle va se dire, bon,
comportementalement, ça a l'air de donner. Donc, ils vont les matcher, ils vont dire, Stéphano, Judith, vous avez l'air de le faire. Donc, personnellement, techniquement, voilà. Donc, ainsi de suite. Par exemple, même chose, il y a Julie, 26 ans, Mathieu, 25 ans, voilà, la fête de l'univers, voilà. Ou Grandy et Pixie. Grandy et Pixie, un garçon, une fille, ou Mamuna et Chumba. Voilà, comprenez. Donc, mais ce ne sont pas des sciences très fiables, notamment lorsque l'intelligence artificielle se mêle de ça, parce que il y a les informations que l'on veut détecter, que l'on veut mettre sur le truc, je sais pas comment on appelle ça, et il y a comment est-ce que vous vous comportez réellement. Ça, c'est deux mondes différents en fait. Donc, on va quand même un peu lire l'article, mais on va pas le lire en profondeur parce que ce sont des choses qui ne fonctionnent pas très très bien. À l'heure des réseaux sociaux et la révolution numérique, on aurait pu croire à les agences matrimoniales définitivement has-been. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus ces sites de rencontres que les trucs matrimoniaux, parce que les sites de rencontres, on veut rencontrer des gens. Bon, si le hasard veut, ou pas le hasard n'existe pas. Si les matchings qui se sont matchés fonctionnent, donc peut-être qu'ils vont se projeter à long terme. Même si à la base, ils voulaient juste se rencontrer pour niquer la première nuit. Où est-ce que je veux dire? Donc là, effectivement, ils se rencontrent, ils parlent, ils voient qu'ils sont très intéressants, ils se niquent pas la première nuit. Et là, du coup, ils se disent que mais cette personne est encore plus exceptionnelle que l'exception, et ainsi de suite. Donc, voilà. Il y a d'autres, c'est je veux rencontrer 20 filles en une semaine, et voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent. Donc, les agences matrimoniales ne sont donc pas trop has-been. Et donc, pourtant, c'est plutôt le phénomène inverse qui se produit. C'est étrange. Les gens veulent-ils réellement se marier? On est en quelle année? Je ne suis pas sûre qu'actuellement les gens ont envie de se marier. C'est étrange. Moi, j'ai plutôt suivi que les gens veulent plus trop se marier. Bon, on va découvrir. Pourtant, c'est plutôt le phénomène inverse qui se produit. Les sites de rencontres dont certains ont plus de 20 ans d'existence se sont banalisés et ne sont désormais fréquentés que par une minorité de Français, comme le relève l'IFOP. Les agences matrimoniales connaissent un véritable regain de popularité depuis la maladie couronnée. Au-delà de leur expertise concernant les rencontres durables, le succès de ces dernières tient à leur capacité de se réinventer. Elles ont pris le virage du digital et modernisé leur image pour attirer aussi les moins de 50 ans et les parents solo. Donc, si vous avez moins de 50 ans et les parents solo, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus l'enfant qui fait garder le mariage ou le couple, donc des gens se séparent et ainsi de suite. Donc, s'il y a des gens qui sont solos, qui sont allés engrosser une fille, etc., qui ont envie de se marier pour de vrai, etc., il y a des agences pour le faire. Donc, certaines vont même jusqu'à utiliser le meilleur de la science, tant comportementale que technologique, pour créer des coups de foudre. Donc ici, on est dans la constitution, on va créer des émotions, on va créer des éléments qui vont faire en sorte que les gens puissent tomber amoureux. Donc on va créer un amour plus ou moins artificiel, et si ça devient réel, ça deviendra réel. Donc, qui se transforme en belle histoire d'amour durable, à l'image d'Intercontact Paris, qui utilise toute la puissance des neurosciences et de l'intelligence artificielle via une API pour identifier les bons profils en fonction des attentes, des besoins et même des désirs secrets de chaque célibataire, veuve ou divorcé. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc, et le concept cartonne. C'est étrange. Est-ce que ça cartonne pour de vrai? Si des gens divorcent tous les jours, si des hommes tuent leurs femmes, si des femmes tuent leurs hommes, si des hommes sont violés par leurs femmes, si des femmes sont violées par leurs hommes, si les hommes violent leurs enfants, leurs beaux-fils, bref, est-ce que ça cartonne pour de vrai? Donc, l'intelligence artificielle ne peut pas clairement dit étudier le comportement des personnes qui se mettent en profil de ces sites, voilà. Donc, au vu des résultats obtenus d'après ce que l'article nous dit,
Par cette méthode exclusive et portée par une forte demande, Intercontact Paris a ouvert une nouvelle agence à Rouen. Une prochaine ouverture est prévue à Nantes. Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Bon, on va un peu vous expliquer le procédé. Donc, 1. Décrypter les schémas mentaux, donc des femmes et des hommes. Quels sont leurs angles morts? Ces choses invisibles pour eux, mais que les autres perçoivent. C'est-à-dire, ah, je comprends. Lorsque la femme ou l'homme va décrypter ce qu'il est dans la vie, la personne qui comprend ce type de personne saura effectivement ce que cette personne recherche potentiellement pour sa vie, pour son bonheur. Voilà. Donc, 2. Analyser leurs besoins profonds. À quelles attentes, souvent non conscientes, et où exprimer leur future moitié est censée répondre. Donc, il faut qu'ils sachent exactement par rapport à ce que cette personne va vouloir. Il faut qu'ils sachent et qu'ils comprennent ce que cette personne au fond désire plus que tout. Qu'est-ce qu'elle désire? Réellement fonder un foyer? Veut-elle ce monsieur? Veut-il cette femme? Veut-il se mettre ensemble, ce couple? Veut-il se coupler? Bref. 3. Relever leur unicité. Quelles sont les spécificités qui font d'eux des personnes uniques? Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne sois pas comme ma voisine, ou tu ne sois pas comme ma soeur, comme ma mère, ma tante, mes camarades, mes collègues, la folle avec qui je sortais dernièrement, le fou avec qui je sortais dernièrement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu sois différent de l'autre? Qu'est-ce qui fait que ce soit toi et pas une autre personne? Donc, 1. Premier rendez-vous en agence d'1h30 pour écouter vos attentes. Donc, on va écouter vos attentes et durant donc ce passage-là que ces personnes vont passer ensemble, en ligne, un test de personnalité va être fait, même si ça ne sert pas souvent à grand-chose. Il y aura des débriefings du test à distance pour vous faire découvrir et évaluer les profils compatibles. Franchement, des trucs pas très nouveaux. Synthèse personnelle des 2 rendez-vous sur mesure, présentant votre profil neuro-cœur pour voir si vos cœurs sont compatibles et présentation de complices potentiels et de debriefing. Voilà des trucs un peu... voilà. Que ça marche pas, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout ce que je dis sur ça. Et donc, il faut comprendre que, comme on est dans la vision du génocide mélanodermique, la vision aussi sera donc de contrôler le comportement de l'Africain, du noir particulièrement, d'étudier ses gestes au quotidien, de filmer son comportement, ses gestes, sa manière de penser. Et donc, à travers les films, à travers les médias, à travers les outils numériques, on va donc créer un certain type de comportement de noir que le noir devra répéter et faire en sorte qu'il le comprenne. Donc, ça va forger son caractère, comme on avait dit d'Afrance Fanon, et ça va donc créer le type de noir que la société occidentale, le prodermique veut. Donc, par exemple, même à travers ces sites de rencontres, on pourra créer des profils de noirs amoureux aliénés. Ça créera un profil d'aliéné. Par exemple, on va pouvoir aussi détecter les types de comportements étranges, etc. Donc, de toute façon, ce que vous voyez là, ce que vous avez vu avec Fujitsu, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois que j'avais fait la séance. Et comme je l'ai enlevé, je disais que j'étais allée dans des séances, des forums scientifiques. J'avais vu dans les satellites filment le quotidien des Africains, ils filment ce que vous faites, ils filment vos quotidiens, ils savent qui vous êtes, etc. J'y suis allée parce que j'aime la science et j'ai vu ces éléments, j'ai vu ces caméras, j'ai vu ces satellites qui filment le quotidien des Africains, le quotidien de tous les Noirs. J'ai vu que ce soit du Gabon, de l'Afrique centrale, du Burkina Faso, j'ai vu du Tchad, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud. J'ai vu et je peux vous l'assurer qu'ils font des études comportementales. Ils sauront s'ils détectent quelqu'un de bizarre qui pourra les aider effectivement pour leur quête. C'est pas pour rien qu'ils peuvent trouver des gens facilement à corrompre. Achille Bembe, il a été filmé depuis, il avait été suivi depuis. Lorsqu'on voit tel ou tel espion mélanoderme
Lorsqu'on voit, par exemple, les profils, on suivait aussi vos profils, si vous avez fait de la prison, si vous êtes machin, etc. C'est d'abord on a cherché Ouattara, c'est d'abord on a allé chercher Bazoum, on les a filmés, on les a détectés depuis les satellites, etc. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas faites de façon anodine. Quand je vous dis même des Farrakhan, même ces personnes-là, Barack Obama, c'est pas un hasard. Toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des hasards. Comprenez? Les célébrités américaines, c'est pas le hasard. Les tueurs, les machins, c'est pas le hasard. Ce sont des gens qu'ils avaient déjà observés depuis. Comme l'histoire que je vous ai racontée un peu plus haut, cette histoire du tueur en série. Il tuait d'abord des Noirs. Les caméras londoniennes l'avaient remarqué, mais n'avaient pas bougé le petit doigt. Mais c'est lorsque le dégénéré a commencé à tuer à la fois les hindous, bon, même quand les hindous, les pakistanais mouraient, c'était pas encore chaud, mais c'est quand il a commencé à tuer des caucasiens que c'est là que la police londonienne a commencé à fouiller cette histoire et à relater qu'en fait, il y avait un tueur qui tuait des adolescents ou des personnes jeunes, etc. Donc vous comprenez, c'est là qu'on vous dit que la chose est extrêmement pernicieuse, extrêmement criminelle. J'espère que ce peu d'informations va vous aider. Bon, en ce qui concerne le sujet des rêves, je pense que je vais le laisser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire davantage mes recherches parce que c'est dommage parce que je voulais véritablement vous montrer ce sujet de Davos. Et comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai pas été très intelligente là, j'avoue, je l'avoue. Je n'ai pas regardé l'article qui en parlait. C'est dommage. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez au moins compris la science comportementale. Maintenant, je vais quand même vous décrire et vous citer quelques éléments que les anthropologues utilisent, du moins ces gens des sciences neurologiques utilisent pour étudier, notamment dans les sciences humaines. Il y a de un ce qu'on appelle l'observation dans une situation expérimentale contre une situation naturelle. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes dans une situation expérimentale, c'est que il est possible que la question de la recherche nécessite de provoquer artificiellement un événement. Donc, là, on est dans une création qui n'est pas réelle. On crée un contexte qui n'est pas forcément très naturel, mais qui veut s'apparenter au phénomène naturel. Donc, le phénomène naturel, c'est qu'on est effectivement dans le lieu destiné de la recherche et qu'on va observer naturellement comment est-ce que les personnes vont travailler, du moins le groupe, à observer le groupe, à remarquer. Après, on pourra créer quelques facteurs provoquants pour faire en sorte de voir un peu comment est-ce que ce groupe travaille, ainsi de suite. Quand on voit un locoderme en Afrique qui fait en mode « Oh là là, j'aime l'Afrique, j'aime découvrir les Africains » et qui veut s'immiscer dans la société africaine, il faut comprendre que lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire une observation participante. Il observe, il voit le comportement de chacun, comment est-ce que chacun va vivre, comment est-ce que chacun voit l'expérience. Il va voir le plus faible, le maillon faible du groupe, et c'est donc lui qui va utiliser pour facilement davantage intégrer le groupe. Voilà, c'est comme ça que le Codem travaille. Et à l'observation participante et l'observation non participante. Participante, c'est que vous vous incluez dans le groupe, vous forcez votre présence, vous mettez votre présence en épreuve dans le groupe, vous mettez votre vie en jeu dans le groupe, vous jouez dans le game, vous comprenez? Et donc, l'observation non participante, c'est que vous êtes un observateur. Vous êtes un observateur, vous n'interagissez pas. Vous regardez le quotidien de ces gens, vous ne les dérangez pas dans le quotidien, vous les laissez agir naturellement. Mais ça ne sera pas si naturel que ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous les observez. Vous comprenez? Donc, souvent, quand ils savent que vous les observez, ils vont agir d'une façon pas trop naturelle tout en étant un peu dans leur nature. Donc, je vous dis que c'est ce que font les explorateurs actuellement en Afrique. Vous voyez, par exemple, c'est pourquoi je parle beaucoup de Philippe Arnold, parce que c'est un espion. C'est ça un anthropologue, c'est un espion. Donc, c'est un espion. Il a fait de l'observation participante. Et également, il a fait ce qu'on appelle l'expérience naturelle. Donc, il s'est mis in situ. Vous avez compris, il s'est mis in situ. Il est allé dans le lieu. Il est devenu Papa Moringa. Maintenant, il a le business du Moringa. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et donc, il gagne de l'argent. Et les Burkinabés sont en mode « Wow! Oh là là, Papa Moringa, qu'est-ce que tu es trop incredible! » Et le noir, idiot, il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas la science comportementale. Donc, le noir, il a été piégé. Voilà. Il y a des cas où, par moment, l'observateur est obligé d'agir par moment, mais il y a des moments où il n'agit pas.
il ne faut rien. Mais comme j'ai dit, ça reste quand même suspect pour les habitants. Donc 3, il y a l'observation selon le focus des analyses. C'est que vous avez un document, vous analysez le document, vous tirez vos conclusions par rapport à ce document. Et donc, il y a l'observation centrée sur un individu, une interaction, un objet, un homme. C'est-à-dire, votre champ d'étude, c'est cette personne, c'est une interaction, c'est un individu, c'est un objet. Vous étudiez l'objet, vous sortez des théories et des sous-entendus et des attendus tels que vous voulez, vous faites des analyses centrées sur cet élément que vous avez fait votre recherche, et à la fin, vous sortez effectivement votre conclusion qui peut être complètement bâclée ou pas. Voilà. Il y a l'observation centrée sur l'interaction dyadique, c'est-à-dire qui implique le codage simultané des comportements de deux individus ou d'un groupe, parce que lorsqu'on observe un groupe, il y a plusieurs personnes. Ils n'ont pas forcément le même comportement, n'ont pas forcément la même manière d'agir, même s'ils ont un point de base ensemble, ils n'ont pas forcément la manière de réagir à l'information de l'autre comme l'autre réagit à l'information de l'autre. On a quand même dans un groupe de 5, on a quand même 2 qui peuvent plus ou moins s'agir de la même manière, un qui n'agit pas comme dans le groupe, d'autres qui par moments sont zigzag, donc c'est pas exactement, donc tout n'est pas toujours fixe, donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous dis de faire attention aux livres de Bernard Legan ou Henri Legan, Les idiots africanistes, ou de Glauser ou de Blauser, ouais, le coderme, dont je ferai même une séance. Et il avait parlé dernièrement du Burkina Faso, et ce monsieur, il avait raconté plein d'âneries, et il parlait de Wagner, il disait que les Burkinabés, ils n'ont pas encore bien compris, ou ils veulent une liberté. Donc, l'autorité, le mépris, bon, franchement, c'est de la pure race, le coderme. Donc, il faut comprendre que, il faut connaître les méthodes de ces gens pour les mettre à nu, vous comprenez? Même ces gens qui aiment trop parler en mode, ils ont compris l'Afrique, ils n'ont rien compris. Ce sont des criminels. Ils viennent, ils sortent des mots savants, tellement intelligents, mais en fait, rien dans le cerveau, et en fait, tout est insultant comme Pascal Blanchard. C'est pour ça qu'il faut dire Juliette Smeralda. Il y a plusieurs types de négrophobes. On va en venir lorsqu'on reviendra sur Frantz Fanon. Il y a plusieurs types de négrophobes. Il y a le négrophobe qui veut s'approcher du noir. Il y a le négrophobe qui ne veut pas s'approcher du noir. Il y a le négrophobe qui joue du noir. Donc, faites très attention. Et le négrophobe le plus vicieux, c'est celui qui s'approche du noir. Celui qui veut même pas sentir le méanoderme, moi j'ai envie de dire, ok, ça passe. Celui qui veut s'approcher du méanoderme, il est très tordu, comme Mac. Bref, donc 3, c'est on a l'observation centrée sur la dynamique du groupe. Là, on est dans la dynamique, là on étudie le groupe dans son dynamisme, donc tous les points de ce groupe, la personne qui est bizarre, les 3 personnes qui agissent à peu près pareillement, les autres qui sont zigzag. Donc, on étudie cet ensemble de groupes et on en sort des conclusions plus ou moins faciles ou pas faciles à détecter. On a l'observation selon le niveau, l'analyse de micro à macro, donc du plus petit au plus grand. On a l'intérêt de l'observation directe, relever le décalage entre le dire et le faire. Donc, ici, on fait une observation et on fait très attention au niveau de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Donc, de ce que l'on a remarqué, de ce que l'on a pratiqué, de ce que l'on a interagi physiquement et de ce que on a prétendu faire à travers effectivement les écrits, etc. Mais je reviendrai, comme j'ai dit, sur tous ces éléments une autre fois. Donc, de ces ensembles des sciences, dont je vais rappeler les diverses sciences, que Bobby Wright nous a dit qu'ils sont très utiles pour le génocide noir, la guerre nucléaire, dans le nuclear warfare, le contrôle de la population, the population control, le medication control, c'est plus le bon nom actuellement, c'est medication management, donc la gestion des médicaments, genetic engineering, le génie génétique, la psychosurgery, donc c'est plus aujourd'hui la psychosurgery, c'est la neurochirurgie.
Electrical stimulation of the brain, donc la stimulation électrique du cerveau de manière profonde. Et the highly complex science of behavioral technology, et donc la haute science complexe du comportement technologique. Donc, il dit après tout cela, il dit quelque chose de très 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 important. Très 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 important. Très 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 important. Et c'est sur ça que l'on va s'arrêter. Écoutez très bien cette phrase. Écoutez très bien cette phrase. Je vais d'abord la lire en anglais, mais écoutez très bien cette phrase. Il dit, Indeed, it is Black's moment of truth. It is time for Blacks to look at the matador. Je répète. Indeed, it is Black moment of truth. It is time for Blacks to look at the matador. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que, après avoir observé et compris l'utilisation et l'utilité de ces sciences mortelles, génocidaires, après l'instrumentalisation spirituelle, je rappelle encore, par les barrières que sont la démocratie, je répète, la démocratie. Donc, tous les Noirs qui vont vous parler de démocratie, ils ne sont pas bien à la tête. Le capitalisme n'est pas né ex nihilo. Le capitalisme est créé par le caucasien. C'est créé par l'homme occidental. Le marxisme, la religion et l'éducation. Il dit bien la démocratie. La démocratie, c'est la nouvelle religion. Le capitalisme est né depuis la période de l'invasion et des ensauvagissements barbares des peuples Hyksos d'abord. 15e dynastie, règne Akhémet. Après, les autres qui sont venus après la 25e, la 26e dynastie, dont les 27 autres qui étaient en fait les Grecs, les Persois, les Romains, tous ces trucs-là, qui a annoncé la fin de Kemet et de Kamakachopa par l'occasion. Et qui avait déjà détruit tous les Noirs. D'abord, le peuple des Han, ce qu'on appelle les ancêtres des Chinois, se sont multipliés dans tout le reste de l'Asie, qui ont tué nos ancêtres noirs d'Asie, du côté oriental. Et après, et même en même temps, puisque c'est simultanément, on a les Néandertaliens qu'on appelle Europeanus caucasoides, qui effectivement fait le même game, mais de terre qu'on appelle Europe. Donc le capitalisme est né à ce moment-là. De l'abattage, de la vente, de la criminalité de ces personnes, de nos ancêtres. C'est nos ancêtres qui ont créé cette vision par le sang versé pour que le locoderme puisse devenir cette entité suprême, entre guillemets, de leur mystique européenne, qui est en fait la suprématie locoderme, qui est en fait le système de la pauvreté, le système de la misère, sous plusieurs de ses formes et matérialisations particulières. Le capitalisme, elle n'est pas une source génétique que l'on connaît. Toute personne qui vous dit c'est la faute du capitalisme, il faut dire qui a créé le capitalisme. Dites à ces personnes qui a créé le capitalisme. Moi, je veux pas les histoires de c'est le capitalisme. Le capitalisme a demandé de naître. Qui a fait naître ça? Qui a fait naître la démocratie? Qui? Platon, Socrate, ils partent étudier à Kemet, ils reviennent avec des idées de criminels. Puisque Platon, vous l'avez compris, il a guidé à la démocratie, du moins, ou à la démocratie socialisme capitalistienne. Donc ce gars n'était pas net. Autre Platon, Socrate, que les Achille Bembe, ils aiment. Même les Franklin Yamsi là. Ils vous parlent de démocratie, ils vous parlent de... La démocratie, c'est quoi? Et ils vous parlent de panafricanisme. Mais quand tu es panafricain, tu n'es pas démocrate. Tu n'es pas républicain. Parce que même le républicanisme, c'est la démocratie. C'est le même système. Donc, on comprend que vous avez un problème. Le marxisme. Quand un noir vous dit qu'il est marxiste, c'est qu'il est malade mental.
c'est qu'il est malade mental. Le marxisme, c'est le socialisme. Si vous voyez un noir qui dit qu'il est socialiste, c'est un dégénéré cérébral. Ça veut dire que c'est un aliéné. Les noirs démocrates, capitalistes, marxistes, religieux, éducationnels, dans l'éducation, tout ça c'est la sphère occidentale, ce sont des aliénés. Moi, je ne suis ni socialiste, comprenez? Je ne suis pas marxienne, je ne suis pas communiste, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas religionnaire, je ne suis pas dans l'éducation des conneries locodermiques. La démocratie, je m'en fous. Le capitalisme non plus. L'aristocratie, c'est pas mon problème. Tous ces gens qui vont se mettre dedans, reconnaissez-les en fait. Donc, il dit ceci, que lorsque on voit tout ce que le Locodem a créé, après avoir tué le boule, l'allégorie du boule, le boule qui représente le mélanoderme, et le matador, je vous renvoie sur ma séance où je parlais du bullfight. Vous comprenez le bullfight, comment est-ce que le noir est devenu le pitiful pawns. Voilà. Donc, lorsqu'il explique ça, le système des barrières, et lorsqu'il explique comment est-ce que lui il appelle the white race, le matador, plus tard, au travers de ces éléments qui embrouillent l'esprit, ils ont fini par trouver un moyen de créer les sciences physiques qui permettent une mort physique. Et que lorsque le noir a fini par comprendre tous ces mécanismes, il dit ceci, c'est très important. Indeed, it is blacks' moment of truth. It is time for blacks to look at the matador. En effet, c'est le moment de vérité. Oui, c'est le moment de faire face à la vérité là. C'est le temps pour le noir de regarder le matador. C'est le temps pour le noir, pour les noirs, de regarder le matador. Umbalo Sissoko ne pouvait même pas regarder le matador. Et puisqu'à la fin, il a dit, Macron, on est égal, c'est mon ami. Quand quelqu'un te dit, allô Maki, tu es où? Vous aussi. Et quand le vieux fou de Biden, il est malade, mais il est fou quand même. Quand il dit qu'il est malade, c'est-à-dire c'est un tueur. Mais si, vous comprenez ce que je dis. Il dit qu'il menace. Et quand il menace, il est conscient de ce qu'il dit. Excusez-moi, tous ceux qui m'ont dit, il est vieux. Excusez-moi, ce type, il sait quand même ce qu'il dit. Un tueur tuera toujours, il aura toujours l'âme du tueur. Je disais, le tueur reste le tueur fou, vieux, sénile, il est un tueur. Donc, elle dit qu'il menace l'Afrique du Sud de terrorisme, lorsqu'il dit que le Burkina Faso doit faire attention, lorsqu'il dit qu'au Cameroun, c'est comme ci, comme ça, lorsqu'il dit qu'au Nigeria, prudence, vous voyez, il va le faire, comprenez? Même si c'est pas lui directement qui contrôle le game, il est la parole de ces gens, mais il n'est pas que la parole de ces gens. Très jeune, il travaille activement pour le système, donc c'est un tueur. C'est un tueur. Zelensky, oui, c'est un pion, mais lui-même, il est dedans. Il a voulu être dedans, c'est un tueur. Mac, c'est un pion, mais il a voulu être dedans lui-même, donc c'est un tueur. Vous comprenez? Regardez même le premier ministre japonais, Fumio. Son arrogance négrophobiale, ce qu'il a dit aux Africains. Il faut que vous ayez une place au Conseil de l'ONU. Le Japon n'a même pas de place au Conseil de l'ONU. J'ai pas envie de dire la suite du mot, sinon je vais être trop grossière. Et comme il se sent au-dessus de tout, après que son faux ami soit assassiné, comme un chien là, alors excusez Shinzo Abe, il vient dire, il va nous faire une offre, un don de 60 milliards de dollars. Vous vous rappelez ce que Fumio avait dit? Premier ministre japonais. Je ne doute pas que Sunak va nous faire le même game. Comprenez? C'est ça le matador. Et vous voyez que 3 branches phénotypiques de la même branche DNA, ils sont les achromatiques leucodermes néandertaliens, c'est-à-dire le caucasien Europeanus, le caucasien Zebridé
et les Arabes, dont font partie la branche de l'Indus, les hindous locodermes, et effectivement, eux tous. Mais bizarrement, le noir, je sais pas, peut-être qu'il a un problème. Oui, il a un problème, c'est vrai, il est aliéné. Il veut pas le voir. Donc Bobby Wright dit quelque chose de très important. En effet, c'est le moment pour le noir de regarder le matador. C'est le moment de vérité. C'est le moment que le noir ou les noirs, eux tous, doivent affronter le locoderme. Le noir doit arrêter d'avoir peur. Il doit arrêter d'avoir peur. Nos chercheurs sont morts. On est toujours là à se dire « Oh, je suis triste. Oh, mais arrêtez ça en fait. Faites chier là. Arrêtez ça. Je suis triste. On n'a pas le temps là. » Il nous dit « C'est le moment de vérité. C'est le moment de regarder le matador. » On a encore des noirs en mode « Oh, je vais chercher mon locoderme. » Donc, vous imaginez ça? On vous dit de regarder le matador, lui tue. Est-ce que vous voulez les voir? Il dit que c'est le moment de vérité. On était en 1974 là. C'est le moment de vérité. Regardez les Noirs américains. Ils sont entre eux. Je suis démocrate, je suis capitaliste. Est-ce qu'on devient musulman? Nation of Islam, Farrakhan, je ne sais pas, Twag, Volk, des pitiful pawns. On vous demande de regarder votre adversaire. On a un Kanye West qui nous fait « Oh, les Juifs sont ennemis. Après-demain, bon, c'est un peu faux. Après-demain, Kim, excuse-moi, Kim. Après, Adidas m'énerve. Après, donc, des conneries. Ils se plaignent là, alors que la nuit dorment avec l'ennemi. La nuit, ils ne savent pas où ce qu'ils font. On a Kerry Haven, j'ai oublié son nom, un gars qui fricotait des femmes locodermes. Qu'après, il fait 2-3 petites révélations et balaboum. Non, franchement, j'ai une question. Vous êtes clair dans votre tête là? On vous dit que c'est le moment de regarder le matador et d'être fort. C'est le moment d'avoir la volonté de puissance. Est-ce que c'est même écrit ici? C'est le moment d'avoir la volonté de puissance parce qu'on a affaire à des psychopathes. Je le dis bien, c'est pas des sociopathes. Sociopathe, ça c'est une invention d'une société. C'est-à-dire, c'est une maladie acquise. Or, ici, aucun locoderme n'a une maladie acquise. C'est génétique. C'est génétique. C'est pas une maladie acquise. Sociopathie, c'est une maladie acquise. Psychopathie, c'est génétique. C'est une transmission génétique. C'est dans l'ADN. C'est le codage. C'est le codage. Depuis le premier gène actuel. Donc, vraiment, j'ai pitié parce que quand on voit le travail de Bobby Wright, ça fait mal au cœur. Quand on voit le travail de Frantz Fanon, ça fait mal au cœur. Il y a encore des gens qui viennent vous parler de négritude. Ils viennent vous parler les vieux logiciels, les périmés, les vieux ordinateurs, les Excel jetés à la poubelle. Il y a des gens qui viennent vous parler de négritude. Ils viennent vous dire, Senghor a dit quoi? Il a dit quoi, Senghor? Il vous a lâché pour la locoderme. Il avait épousé une femme noire, il a lâché. Il est parti avec la locoderme au Fouette-Boigny. Pareil, la France a la particularité de prendre les mauviettes de chez nous, en fait. Vous êtes dans la touloupe du locoderme. On vous dit de les regarder. Regardez-les. Regardez-les. C'est écrit ici. Il les a regardés, Bobby Wright. Il a écrit ça parce qu'il les a vus. Il les a observés. Il ne comprenait pas pourquoi le noir est fou. Chacun de ses patients avait la même pathologie. Tous ces patients noirs avaient la même pathologie dégénérative du cerveau. Parce qu'ils étaient tous dans l'esclavage. Ils sont tous des esclaves. C'est là qu'il a compris. Il a étudié le comportement du locoderme. Riche comme pauvre, il a aussi compris que c'était pas un problème d'argent. Michael Bradley a compris que le problème de ses frères, c'était pas lié à l'argent. C'était pas lié aux prolétaires, aux oligarques. C'était lié à la génétique. Carleton Coons, les locodermes entre eux, ils n'ont pas aimé la théorie de leur propre frère Carleton Coons, qui a lui-même dit qu'il y a un problème génétique dans notre source génétique. Personne n'a écouté. Personne. Et il attendait des arguments puissants pour démonter sa théorie. Les gens, ils n'ont pas pu, même dans la sphère scientifique locodermique. Donc finalement, il n'a jamais eu la réponse. Plus tard, Michael Bradley le fou
utilise les pensées de Freud pour conclure son livre. Freud, un autre malade mental, pervers sexuel. Vous avez dit, plus tard, on va étudier effectivement le cas de la perversion sexuelle, de l'hypersexualisation, effectivement, dans le cadre de la psychologie du dégénéré génétique. Donc, gardez ça en tête. Indeed, it is Black moment of truth. It is time for blacks to look at the matador. Il est temps pour le noir de regarder Matador. Apprenez aussi à les regarder, j'ai envie de dire, ils vous regardent tous les jours. Vous croyez que toutes les théories des ONG qui font là, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils vous regardent. Ils savent que si ça s'arrête, si l'entourloupe s'arrête, ils sont morts. Ils sont obligés de vous regarder. Il y a des caméras de surveillance, des satellites qui vous observent au quotidien. Bande de cons. Excusez-moi. Donc, on va s'arrêter sur ça. N'hésitez donc pas à liker, à partager la podcast channel. Je remercie tous ceux et toutes celles qui suivent cette séance ou cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aider cette chaîne à grandir, j'ai envie de dire. Likez parce que c'est pas évident. Lire tous ces éléments, ces articles, ces livres, ça donne la migraine. Je vous ai dit, donc aidez-moi aussi à grandir en likant, en partageant la chaîne. Je vous remercie pour tout et pour tout ce que vous faites. Donc, on se reverra prochainement. Et donc, sur ce, Bibala.